Le 7 avril 1945, dans le ciel des îles japonaises, le capitaine de corvette Iwao Nakamura, pilote chevronné, scrute le brouillard matinal à la recherche des silhouettes habituelles des superforteresses américaines B-29. Depuis des mois, ces bombardiers gigantesques bombardent impitoyablement les villes japonaises. Mais aujourd'hui, un changement se produit. La radio de Nakamura diffuse des messages d'urgence provenant d'autres chasseurs japonais. Les Américains n'opèrent pas seuls, ils sont accompagnés d'avions argentés, rapides et élégants, peu familiers au Japon. Avec leurs museaux allongés, leur design élégant et leurs vitesses étonnantes, ces chasseurs surpassent tout ce que possédait la marine impériale japonaise. Alors que l'un de ces avions énigmatiques s'incline vers lui, Nakamura comprend avec une inquiétude croissante que la guerre, qu'il croyait prévisible sur des champs de bataille familiers, a soudainement pris une tournure dramatique et effrayante. Début 1945, le P-51 Mustang, le chasseur le plus meurtrier des États-Unis, fut envoyé à Tokyo, provoquant un vif émoi parmi les pilotes japonais expérimentés. Pour comprendre l'impact des avions américains sur le Japon, il est nécessaire de revisiter les dures réalités de la guerre du Pacifique à cette époque. À ce stade, le Japon subissait un siège prolongé, les villes étant bombardées chaque nuit par des campagnes de B-29. La prise d'Iwo Jima avait été cruciale car elle avait conféré à l'USAF un avantage stratégique, déployant des chasseurs P-51 Mustang du 7e Fighter Command sur cette île ensanglantée dès mars 1945. Cette opération marqua un tournant dans la guerre aérienne au-dessus du Japon. Pour les pilotes de chasse japonais, la guerre représentait un sentiment de désespoir croissant. Les chasseurs Zéro, autrefois dominants, étaient désormais obsolètes, dépassés par les avions américains plus récents sur tous les points importants. La pénurie de carburant, la perte rapide de pilotes qualifiés et la détérioration de la qualité des avions, dues aux pénuries de matériel, ont affecté le Japon. Cependant, les pilotes japonais disposaient d'un avantage considérable. Ils défendèrent leur territoire, réduisant ainsi les temps de vol vers les aérodromes alliés et les terrains familiers. Les bombardiers américains, opérant depuis des bases éloignées des îles Mariannes, ne pouvaient être interceptés que pendant des périodes limitées. Les Japonais avaient bien maîtrisé l'art de la conservation des forces, frappant rapidement avant que l'immense nombre d'Américains ne puissent riposter. Cette dynamique a changé avec le décollage des premiers P-51 Mustang depuis les pistes improvisées d'Iwo Jima. L'accès au ciel japonais du P-51 Mustang n'était ni simple ni évident. Initialement conçu pour la Royal Air Force britannique en 1940, l'appareil présentait des performances insuffisantes à haute altitude. Ce n'est que lorsque l'aviation nord-américaine l'associa au célèbre moteur britannique Rolls-Royce Merlin que le Mustang devint l'un des meilleurs avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Dans le ciel européen, les Mustangs s'étaient déjà forgé une réputation d'escorteurs de bombardiers et de chasseurs aériens capables d'effectuer un aller-retour entre l'Angleterre et Berlin, un exploit jugé impossible pour un monomoteur. Cependant, le Pacifique posait des défis bien plus grands que tout ce qui était rencontré au-dessus de l'Europe. Les distances étaient immenses, la météo capricieuse, et une panne d'un seul moteur au-dessus du vaste Pacifique signifiait une mort quasi certaine. Alors que les stratèges américains se préparaient à l'attaque finale contre le Japon, ils se retrouvèrent face à une triste réalité. Les bombardiers B-29, en provenance des îles Mariannes, subissaient de lourdes pertes face aux chasseurs japonais. Les canons défensifs de l'appareil se révélèrent insuffisants et aucun chasseur américain ne possédait le rayon d'action nécessaire pour les escorter jusqu'aux cibles japonaises et en revenir. La réponse de 1945 survint lors de missions VLR Very Long Range, prolongées menées par des P-51 Mustang stationnés sur Iwo Jima à partir du 7 avril. Ces vols exténuants mettaient à rude épreuve avions et pilotes, nécessitant environ 8 heures de vol au-dessus d'un océan presque entièrement ouvert. Pendant ce temps, les vétérans des aérodromes japonais de Honshu, Kyushu et Shikoku observaient quotidiennement les défilés de B-29 avec une sombre impression. Ils avaient élaboré des stratégies pour contrer ces raids. Frapper fort, frapper vite, puis se replier avant que la formidable puissance de feu défensif des bombardiers ne puisse se concentrer sur des chasseurs individuels. Les renseignements suggéraient que des chasseurs américains opéraient depuis Iwo Jima. Mais de nombreux commandants japonais jugèrent cela exagéré ou de la propagande. Après tout, n'était-il pas impensable qu'un chasseur monomoteur puisse parcourir les 1050 km séparant Iwo Jima de Tokyo tout en conservant du carburant pour le combat et le retour? Cette idée semblait défier les principes fondamentaux de l'aérodynamique et de la consommation de carburant. Dès la fin de l'année 1943, les pilotes japonais avaient déjà affronté des P-51 Mustang sur différents champs de bataille. Malgré des victoires initiales, il devint rapidement évident que ce nouveau chasseur était un adversaire redoutable. Ces escarmouches, cependant, se déroulaient au-dessus d'îles lointaines du Pacifique, où les risques étaient de moindres.
et les voies de fuite plus accessibles. Les renseignements laissaient alors entrevoir la possibilité que ces mêmes appareils apparaissent au-dessus de leur patrie, le Japon. Les ingénieurs aéronautiques japonais examinèrent frénétiquement les documents et les vestiges saisis, cherchant frénétiquement des failles dans la conception du Mustang. Leur découverte fut inquiétante. Un avion qui semblait presque invulnérable, alliant vitesse, autonomie, puissance de feu et agilité. Une combinaison qu'ils croyaient inaccessible aux concepteurs japonais. Alors que le jour se levait sur le Japon le 7 avril 1945, le mont Fuji se dressait vigilant dans le ciel matinal éclatant. 91. North American, P-51D Mustang appartenant au 15e et 29e groupe de chasse s'approchèrent lors de leur point de rendez-vous, révélant aux pilotes pour la première fois leur objectif ultime, le continent japonais. Un ciel dégagé dévoila la côte de Honshu et le mont Fuji, tel qu'il apparaissait sur les photographies, relatant le major Jim Van de Hey, commandant du 78e escadron de chasse. Ce moment marqua l'apogée d'années de conflits intériles pour les pilotes américains, désormais prêts à devenir les premiers chasseurs monomoteurs escortant des bombardiers au-dessus du Japon, un exploit autrefois considéré comme inaccessible il y a quelques mois à peine. Cependant, la vue d'avions américains au-dessus de leur territoire provoqua un profond choc psychologique chez les pilotes de chasse japonais qui tentaient d'intercepter cette menace sans précédent. Il ne s'agissait pas des bombardiers lents habituels qu'ils avaient entraînés à combattre. Il s'agissait de chasseurs aérodynamiques, indéniablement conçus pour le combat aérien. 103 Boeing B-29 Super Fortress, sous la 63 bombe Boeing, unirent leurs forces à celles de leur Mustang d'escorte. Ce spectacle, déclara le capitaine Hartbridge, était véritablement impressionnant. Les formations s'étendaient sur des kilomètres dans le ciel, symbolisant l'impressionnante prouesse industrielle et logistique américaine qui laissa les Japonais incrédules. Pour saisir pleinement l'ampleur de la situation, il faut s'aventurer dans les cockpits des deux camps et être témoin du choc culturel et technologique qui se répercuta lors de la bataille aérienne qui s'ensuivit. Les jeunes pilotes américains de Mustang, dont beaucoup étaient encore adolescents, portèrent la conviction d'une nation qui avait restructuré toute son économie pour la guerre. Leurs avions étaient donnés d'usines produisant des milliers de chasseurs chaque mois. Leurs blousons d'aviateurs cachèrent des friandises, comme du chocolat et des cigarettes, des luxes dont la plupart des civils japonais se souviennent à peine. A l'inverse, les équipages japonais pilotèrent des avions assemblés à partir de matériaux de récupération, l'aluminium étant souvent remplacé par du bois et du tissu dans divers composants. En raison de la pénurie de carburant, les vols d'entraînement furent considérablement réduits, laissant de nombreux pilotes mal préparés aux rigueurs du combat contre des aviateurs américains chevronnés. Les aspects mentaux dépassaient les simples réflexions stratégiques. Pour les équipages japonais imprégnés de la doctrine du Bushido et convaincus de la force défensive intrinsèque du Japon, l'apparition d'avions ennemis au-dessus de leur territoire constituait une rupture profonde avec tout ce qu'on leur avait inculqué sur les défenses innées du Japon. Alors que les deux forces se rapprochaient au-dessus du centre de Honshu, les communications crépitaient en échanges frénétiques dans les deux langues. Le personnel au sol japonais dirigeait les chasseurs vers la menace imminente, tandis que les équipages de bombardiers américains alertèrent leurs escortes Mustang des positions ennemies. Ce jour-là, 75 à 100 avions de chasse japonais prirent leur envol pour relever le défi, déclenchant une bataille aérienne violente et décisive. Les pilotes américains rapportèrent en avoir détruit 21 avions ennemis, ne subissant que 2 pertes de leur P-51 Mustang. L'écart significatif entre ces chiffres illustre les progrès technologiques et tactiques. La vitesse et les performances supérieures du Mustang en altitude permirent aux pilotes américains de définir les conditions d'engagement, plongeant sur les formations japonaises avant de se replier avant les contre-attaques prévues. Les 6 mitrailleuses de calibre 50 du P-51 fournissait une puissance de feu considérable, tandis que son long rayon d'action permettait aux pilotes d'effectuer des manœuvres à grande vitesse sans se soucier de la consommation de carburant. Les pilotes japonais, qui pilotaient fréquemment des avions surclassés sur tous les plans, se retrouvèrent embarqués dans un nouveau type de combat aérien. Les tactiques de frappe éclair, autrefois efficaces contre les bombardiers sans escorte, s'avérèrent inefficaces face à des chasseurs spécialement conçus pour le combat aérien. Après la première escarmouche, les deux camps comprirent les répercussions de l'événement. La mission servit de confirmation aux tacticiens américains quant à la viabilité de leurs audacieuses théories opérationnelles.
Les chasseurs monomoteurs pouvaient effectivement escorter des bombardiers jusqu'au Japon et en revenir, révolutionnant ainsi le paysage stratégique. Cependant, l'impact psychologique sur les troupes japonaises fut peut-être plus important que le triomphe tactique. Les récits du combat aérien se répandirent dans les communications militaires japonaises, annonçant l'inquiétante compréhension que la puissance aérienne américaine pouvait désormais opérer sans entrave au-dessus du Japon. Le major James B. Tapp fut le héros de ce premier engagement à qui l'on attribue la destruction de 4 avions ennemis. Son exploit, repris par de nombreux autres pilotes américains, marqua le début d'une nouvelle phase de la guerre aérienne du Pacifique, où le territoire national se transforma en champ de bataille. Pour les stratèges japonais qui examinaient les documents de renseignement les jours suivants, une vérité devint éclatante, toutes leurs convictions concernant la stratégie de défense du Japon étaient soudainement devenues obsolètes. Les Américains avaient positionné leurs chasseurs de haut rang à portée de frappe des cibles cruciales de l'Empire, laissant peu de possibilités de les contrecarrer. Cependant, cette première escarmouche ne marqua que le début d'une bataille exténuante de 4 mois, caractérisée par une intensité et une inventivité inégalées, tandis que les pilotes de Mustang américains se repliaient sur les bases d'Iwo Jima, leurs équipes de maintenance travaillaient toute la nuit, prêtes à affronter des opérations encore plus importantes. Simultanément, dans les salles de briefing japonaises, les chefs militaires étaient confrontés à une réalité redoutable et terrifiante. La guerre qu'ils avaient connue, menée à distance selon des schémas répétitifs et des normes familières, était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus urgent et immédiat. Le choc des technologies et des cultures au-dessus des grandes villes japonaises n'était pas encore pleinement saisi par les deux camps. La véritable épreuve de la résilience japonaise et de la persévérance américaine allait se jouer dans des combats aériens, poussant pilotes et avions à leurs limites. Cela prépara le terrain pour les combats aériens les plus intenses de la guerre du Pacifique, se déroulant au-dessus du territoire japonais. Dans les jours qui suivirent de la première rencontre choquante du 7 avril, le ciel du Japon se transforma en un champ de bataille meurtrier où la guerre aérienne s'intensifiait. Ce qui avait commencé comme une mission exploratoire visant à évaluer la faisabilité d'une escorte de chasseurs à long rayon d'action se transforma en un conflit prolongé qui redéfinit considérablement la guerre du Pacifique. Depuis leur base volcanique d'Iwo Jima, les pilotes américains de Mustang enchaînèrent les missions au cœur de l'Empire japonais. Chaque sortie repoussait les limites des opérations de chasseurs monomoteurs, révélant des possibilités autrefois considérées comme inaccessibles. Des voyages de 8 heures à travers de vastes étendues d'océan, guidés uniquement par la boussole et l'estimation, avec rien d'autre que de l'eau sous le sol à perte de vue, du décollage jusqu'aux côtes japonaises. Chaque assaut américain offrait aux pilotes et commandants japonais un nouvel aperçu des capacités de leurs adversaires. Les rapports de renseignement dressaient un tableau de plus en plus sombre. Non seulement les chasseurs américains étaient capables d'atteindre le Japon, mais leur nombre augmentait, soutenu par des ressources apparemment infinies. L'impact psychologique fut aussi destructeur que le coup physique. Le moral des civils japonais baissa encore davantage sous l'effet des raids de B-29 et leur morale s'effondra lorsque la nouvelle se répandit que les avions ennemis dominaient désormais le ciel de leur patrie. Confrontés à cette nouvelle réalité, les chefs militaires japonais révisèrent d'urgence leur tactique défensive. Des pilotes expérimentés furent retirés de leur mission d'entraînement et affectés au combat. Les avions retenus pour l'invasion américaine annoncée furent immédiatement utilisés, malgré de graves pénuries de carburant et de munitions. Les ingénieurs japonais s'empressèrent d'élaborer de nouvelles stratégies et technologies. Les attentats suicides, auparavant considérés comme des tactiques de dernier recours, devinrent monnaie courante. Les pilotes apprirent à utiliser leurs avions comme des armes lorsque les armes conventionnelles se révélaient insuffisantes. Le calibre des avions japonais déclina encore avec la dégradation de la situation industrielle. Des matériaux critiques, comme l'aluminium de haute qualité, furent remplacés par tout ce qui était disponible, notamment le bois, le tissu et même le bambou dans certains cas. Les moteurs fonctionnaient avec un carburant de qualité détériorée, réduisant leur performance et leur fiabilité à un moment où les pilotes avaient besoin que leurs appareils fonctionnent de manière optimale. Malgré d'importants désavantages, les pilotes japonais persistèrent dans le vol à voile et le combat. Des pilotes expérimentés, comme le sous-officier d'aviation Kan Yoshimoto, aux commandes de l'innovant chasseur Kawanishi N.I.K. et G. George, remportèrent tout de même des victoires face aux Mustang, apparemment indestructibles. Ces rares victoires constituèrent un précieux renfort moral pour un escadron de chasse qui approchait rapidement de la fin de ses capacités opérationnelles. À l'inverse, la pression sur les pilotes américains devenait évidente. Les missions longues et lointaines sollicitaient toute la force physique, mentale et émotionnelle du pilote.
Voler 8 heures dans un cockpit confiné, dont une grande partie a traversé de vastes océans où un dysfonctionnement mineur signifiait une mort quasi certaine, poussait même les aviateurs chevronnés à leurs limites. Le capitaine Robert W. Moore, du 21e groupe de chasse, décrivit plus tard la pression psychologique. On est isolé pendant des heures, entouré d'eau de tous côtés. La probabilité d'une panne moteur ou de légères déviations de navigation pouvait entraîner la perte de certains pilotes en mer. La complexité de ces opérations était immense. Chaque Mustang était chargé à sa capacité maximale de carburant, augmentée par la mise au rebut des réservoirs externes. Malgré ces améliorations, le carburant restant au pilote laissait peu de marge d'erreur, car toute manœuvre imprévue ou erreur de navigation pouvait être fatale. Les équipages d'Iwo Jima travaillaient sans relâche pour maintenir les Mustangs en vol. Les débris volcaniques de l'île endommageaient les moteurs de précision, nécessitant des opérations de maintenance et des remplacements de filtres fréquents. Les pièces essentielles devaient être transportées depuis des bases éloignées, étendant ainsi la chaîne logistique aux limites des capacités d'approvisionnement américaines. Le 6 juin 1945 est resté gravé à jamais dans la mémoire des pilotes du 7e Fighter Command comme le Vendredi Noir. Ce jour-là, 148 Mustangs de 3 groupes de chasse, les 15e Avionium et 500e, quittèrent Iwo Jima pour escorter des B-29 jusqu'à Osaka. La mission commença de façon inquiétante par une reconnaissance météorologique, annonçant d'immenses formations nuageuses au-dessus de la zone cible. Cependant, l'importance stratégique de la mission imposait sa poursuite malgré des conditions défavorables. À l'approche du Japon, les pilotes mirent à rude épreuve leur entraînement et leur équipement plongés dans des conditions météorologiques extrêmes. Les événements qui suivirent devinrent un conte de fées pour les aviateurs du théâtre du Pacifique. Les formations Mustang se dispersèrent au sein du vaste système nuageux, leurs vols individuels s'éparpillant sur des centaines de kilomètres de ciel. La navigation devint quasiment impossible, les pilotes volant à l'aveugle à travers d'imposants cumulus, ne comptant que sur les instruments et l'entraînement pour maintenir le cap. Lawrence était l'un de ces pilotes. Le Vendredi Noir, Grennan fut l'un de ceux contraints d'abandonner, mais il fut sauvé par la marine américaine. Malheureusement, d'autres ne connurent pas le même sort. Une combinaison fatale de conditions météorologiques difficiles, de pénurie de carburant et d'erreurs de navigation entraîna la perte de plusieurs avions et équipages. Ce retournement de situation fut une ironie amère pour les commandants américains qui avaient orchestré avec succès de nombreuses missions lointaines. Cependant, ce ne furent ni les chasseurs ni les tirs anti-aériens japonais qui infligèrent les dégâts les plus importants à la force Mustang. Ce fut la météo elle-même, un adversaire insensible à toute puissance de feu ou expertise tactique qui s'avéra fatale. Depuis les aérodromes et les stations radars japonais, les opérateurs observèrent avec stupeur les avions américains disparaître successivement de leurs écrans, non pas à cause d'un conflit, mais à cause de conditions météorologiques dangereuses. Pour les pilotes japonais habitués à se sentir dépassés par la supériorité technique américaine, le Vendredi Noir servit de rappel brutal que même leurs adversaires étaient soumis à des forces qui les échappaient à leur contrôle. Les analystes du renseignement rédigèrent des rapports mêlant soulagement et admiration. Les Américains avaient payé un lourd tribut à leurs opérations audacieuses. Mais ils avaient également fait preuve d'un dévouement et d'une compétence indéfectible qui ne laissaient planer aucun doute quant à la victoire finale. Les pilotes japonais qui affrontèrent les escadrilles de Mustang dispersées ce jour-là se retrouvèrent dans des combats aériens en tête-à-tête au lieu des escarmouches aériennes à grande échelle auxquelles ils étaient habitués. L'absence de soutien mutuel, qui amplifiait l'efficacité des stratégies de chasse américaines, laissa les Mustangs individuels exposés et vulnérables aux pilotes japonais expérimentés. Cependant, même dans ces conditions plus avantageuses, la supériorité intrinsèque de l'équipement et de la formation américain demeurait évidente. Les performances supérieures du Mustang permirent même à des pilotes isolés d'échapper à des situations qui auraient été fatales avec des appareils moins performants. Au milieu de l'année 1945, l'apparition des chasseurs américains P-51 au Japon eut des conséquences allant au-delà des escarmouches aériennes isolées. En Europe, les P-51 anéantirent près de 5000 avions ennemis, tandis que dans le Pacifique, ces mêmes P-51, lancés depuis Iwo Jima, escortèrent des Boeing B-29 en route pour bombarder le Japon. Ce spectacle visuel eut un profond impact psychologique sur les civils japonais. Les citoyens, autrefois rassurés par la protection des vents divins, voyaient désormais les chasseurs américains patrouiller librement leur ciel. Le mythe de l'indestructibilité du Japon,
méticuleusement entretenu par des années de propagande, commença à se désintégrer avec l'apparition d'avions ennemis dans un ciel supposé inviolable. La production industrielle japonaise, déjà mise à rude épreuve par la pénurie de ressources et les bombardements aériens, subit des perturbations supplémentaires avec des attaques directes contre des installations industrielles par des P-51 dans leur double rôle de chasseurs et de chasseurs bombardiers. Ces avions pouvaient détruire aérodromes, usines et réseaux de transport en toute impunité. L'introduction des chasseurs à long rayon d'action a profondément modifié l'équilibre stratégique et a eu des conséquences importantes pour les deux camps. Les raids aériens américains ont fait moins de victimes, tandis que les forces japonaises ont mené un conflit qu'elles ne pouvaient remporter par des moyens conventionnels. Derrière les données chiffrées et les évaluations tactiques se cachent une multitude de témoignages personnels. Courage, chagrin et expériences humaines dramatiques. Le pilote américain, le lieutenant Marcus McDilder, figurait parmi les rares pilotes de Mustang capturés par les forces japonaises après avoir été abattus au-dessus de Kyushu. Son interrogatoire a mis en lumière les difficultés de l'armée japonaise à comprendre les capacités et les motivations américaines. Du côté japonais, des pilotes comme le lieutenant junior Saburo Sakai, l'un des meilleurs as du Japon, ont participé à un type de combat distinct de leur entraînement. Des aviateurs vétérans ayant participé à de multiples batailles dans le Pacifique ont plus tard décrit l'immense incrédulité qu'ils avaient éprouvée en voyant des avions américains survoler leur patrie. Ces récits anecdotiques soulignent l'aspect émotionnel d'un conflit qui transcendait les tactiques militaires et s'inspirait des psychés nationales. De jeunes combattants issus de cultures et d'horizons militaires différents s'affrontaient sur les îles historiques du Japon. En juillet 1945, la résistance aérienne japonaise organisée était largement défaillante. La conjonction de la pénurie de carburant, des pertes de pilotes et du chaos industriel avait affaibli l'armée de l'air et l'aéronavale japonaise, autrefois redoutable, et les avait réduites à l'état de vestiges de leur puissance passée. Le nombre décroissant de pilotes japonais pilotaient des avions obsolètes face à une invasion d'adversaires technologiquement avancés. Le succès ne se mesurait plus à l'abattage d'avions ennemis, mais à la survie du pilote un jour de plus. Durant cette période, les pilotes américains de Mustang passèrent d'une simple escorte à des missions de ratissage et d'attaque au sol. Face à la diminution de l'opposition aérienne japonaise, l'accent fut mis sur l'éradication des derniers éléments guerriers japonais avant l'invasion anticipée des îles. Ce changement fut total. Le ciel, autrefois protégé par des milliers de chasseurs japonais, passa sous le contrôle exclusif des avions américains. L'observation de Mustang au-dessus de Tokyo stupéfia profondément les as japonais, mais cette surprise se transforma en une sombre acceptation de la défaite imminente. Les missions à long rayon d'action menées par les P-51 Mustang depuis Iwo Jima symbolisèrent bien plus que de simples avancées tactiques. Elles représentèrent l'évolution des prouesses militaires américaines, passant d'une puissance régionale à une véritable force mondiale. La capacité à exercer une puissance de combat dans le vaste Pacifique révéla des capacités logistiques et industrielles qu'aucune autre nation ne pouvait égaler. Pour les vétérans de l'armée de l'air japonaise, la vue des chasseurs américains patrouillant sur leur territoire a constitué une brutale prise de conscience du changement radical des circonstances stratégiques. Nombreux sont ceux qui raconteront que l'apparition des Mustangs dans le ciel japonais a marqué le moment où ils ont pleinement compris que la guerre était perdue. Ces opérations ont également mis en lumière le coût humain de la technologie militaire poussée à son paroxysme. Les pertes américaines se sont élevées à 91 pilotes tués et 157 Mustangs détruits au cours de ces missions d'envergure, sombre témoignage de l'incapacité des machines, même les plus sophistiquées, à éradiquer les dangers inhérents au combat aérien. En substance, le récit des as japonais, stupéfaits par le P-51 Mustang américain au-dessus de Tokyo, dépasse le simple récit de supériorité technologique ou de prouesse tactique. Il s'agit d'un récit humain sur la résilience, le courage et les profondes répercussions psychologiques de la guerre moderne. L'arrivée du Mustang dans le ciel japonais marqua la transformation des îles japonaises en champ de bataille, dissipant toute croyance subsistante quant aux capacités de défense intrinsèques du Japon. Pour les pilotes des deux camps, elle symbolisait l'aboutissement d'une guerre aérienne commencée à Pearl Harbor et qui s'intensifiait désormais au-dessus du mont Fuji. Les effets de ces opérations transcendèrent leurs conséquences militaires immédiates. Elles soulignèrent que, dans les conflits contemporains, aucun refuge n'est inviolable, aucune distance n'est insurmontable pour des adversaires tenaces. Les pilotes japonais, surpris, découvrant des Mustangs au-dessus de leur territoire, furent témoins d'une nouvelle ère dans les affaires militaires, caractérisée par une portée mondiale et une supériorité technologique qui transformèrent l'essence même du combat. Lorsque les derniers escadrons de Mustangs se retirèrent du ciel japonais en août 1945,
Ils laissèrent derrière eux non seulement une reddition militaire, mais aussi une compréhension redéfinie du potentiel de la guerre aérienne. L'ère de l'invincibilité de la patrie était révolue, ouvrant la voie à une époque où chaque recoin du globe pouvait devenir un champ de bataille. Les jeunes aviateurs qui entreprenèrent ces opérations, originaires d'Amérique et du Japon, gardaient des souvenirs impérissables, ceux d'un moment où le destin de la guerre se dessinait comme des traînées de condensation dans le ciel, au-dessus du pays de l'Aube.